Gonzague. Bonjour. On ne va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film. Son titre est Risque de chance, traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise. Sa vocation, c'est aider à faire naître celle des autres. Le cœur du message de ce livre, ça sera « Rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu quelle est-elle » Son histoire, ça sera la mienne et les vôtres, partagées en résilience. Ces thématiques, elles sont ouvertes et portées par chaque personnalité très différente. Alors ma première question, Gonzague, ça sera « Peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie ?» Ah, le plus beau risque dans la vie. Alors là où tu es dur, c'est que tu nous imposes de ne pas s'y préparer. Spontanément comme ça, j'ai envie de dire que c'est la vie elle-même. Je pense que le plus beau risque dans la vie, c'est de l'accepter, de la donner, de la perdre. Ça, c'est un risque fort. Un risque que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, mais voilà, je pense que c'est la vie dans son ensemble, c'est accepter tel qu'on est, c'est accepter les autres tels qu'on les reçoit, accepter ses parents, accepter ses enfants, accepter sa femme, accepter ses amis, s'accepter soi-même, peut-être s'accepter soi-même avant tout le monde, et reconnaître qu'on n'est que des passeurs. Mais voilà, pour moi, le plus beau risque de la vie, le plus beau risque dans la vie, c'est la vie elle-même. C'est la vie elle-même. As-tu un exemple vécu d'un risque, d'un beau risque particulier? Et comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment d'important pour toi, voire de plus grand que toi dans ce risque? Ça va te paraître complètement anecdotique, mais je suis jamais parti seul. Jamais parti seul. Et j'ai pris, il n'y a pas très longtemps, un risque, c'est de partir 2 jours, tout seul, au Mont Saint-Michel. Risque de le lire, risque de ne pas être compris, risque de me trouver seul face à moi-même. Voilà, j'ai 62 ans, c'est bizarre, mais c'est le plus gros risque que j'ai l'impression que j'ai pris dans ma vie, c'est ce risque-là. C'était l'année dernière. Et après un petit sentiment de culpabilité, j'ai eu un sentiment de découverte. J'ai passé 1h30 avec une mouette qui faisait des allers-retours. Incroyable, incroyable. Mont-Saint-Michel, ça, il se remplit, il se vide, comme les marais. Donc après 18h30, il n'y a plus grand monde. Et après ce sentiment de culpabilité, j'avais une impression de grand vide, de grande peur, de grand vertige, tu vois. Et puis c'est un petit peu comme la Vallée Blanche. Au début, tu passes sur une crête où tu as le vide à droite, le vide à gauche, il faut que tu la passes. Et puis après, un vrai sentiment de plénitude. Voilà, donc c'est pas un risque physique, c'est pas un risque psychologique, c'est pas un risque matériel, c'est un risque un peu spirituel. Voilà. Et donc le deuxième risque que j'ai pris, c'est le retour. Parce que j'ai eu beaucoup de questions, parce que mes proches ne m'imaginent pas un ermite provisoire ou transitoire. Donc quand ils m'ont vu revenir, j'ai eu droit à « mais ça va, t'es sûr mais qu'est-ce que t'as vu là-bas? Qui as-tu rencontré ?» Je dis « moi ». Et on était 2, c'était sympa. Mais t'es sûr que ça va bien? T'es sûr que... Je dis oui, voilà. Et donc, petit risque du retour. Et puis, troisième risque, c'est le risque d'avoir envie d'y retourner. Et en fait, on n'est pas obligé de partir loin pour se retrouver seul avec soi-même. Gonzague, quelle est ta contribution au monde, ta mission, voire ta vocation ici? Alors là, je vais rester très modeste. Je ne connais pas ma contribution au monde. Je ne connais pas ma mission.
je prends conscience au fur et à mesure du temps que je suis un passeur. J'ai reçu, comme tout le monde, des talents. Je crois que ma petite contribution, ou ma contribution, parce qu'il n'y a pas de petite et grande contribution d'ailleurs, mes parents seraient encore là et me diraient arrête de dire petite et grande parce que ça n'existe pas. Voilà. C'est sans doute de démontrer aux gens que la notion de partage, surtout quand on a, comme moi, eu la chance d'avoir de l'argent, est une notion fondamentale et qu'il faut considérer l'argent comme une énergie et que si on accepte de partager son énergie ou de demander à l'autre de l'énergie, on peut faire des millions de choses. Que ce soit dans le monde associatif, dans le monde des fondations, des ONG, des entreprises, bref. J'ai toujours considéré ça comme une énergie, pas plus que ça. Et à travers l'entreprise qu'on a créée avec Clara, qui s'appelle Ray, je pense que c'est vraiment ça. J'étais très content dans mes boulots d'avant, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon axe. Donc peut-être que ma mission, c'est de démontrer que le monde tel qu'il est construit considère trop l'argent comme de l'argent alors qu'il faut le considérer comme de l'énergie. Et que ce partage de l'énergie est juste magique quand il est sincère. Qu'est-ce que tu reconnais en toi, par toi-même, qui te donne le goût de vivre, Gonzague? Alors, quand je vois tes yeux, j'ai envie de continuer à respirer, tu vois. En moi, qu'est-ce qui me donne le goût de vivre? Moi, ma quête de joie est une quête très profonde. Quand on a nos âges, on est passé par des moments excitants, exaltants, avec des journées entières occupées à plein de choses, à autre que soi-même, à construire, à reconstruire, à maintenir, à élever, à éduquer, à soigner. On n'a fait que ça, que ça, que ça, que ça. Mais où se trouve la joie profonde? Et je pense que cette joie profonde, quand on a ce sentiment d'amour intérieur plein et entier, tu vois, qui te remplit complètement, finalement, il te détache de ce qui t'entoure. Ça ne veut pas dire qu'il t'éloigne de tes amis, de ceux que tu aimes, mais il te détache. Et le détachement amène à l'amour parfait et à la joie. Donc, si je disais ça aux miens, je pense qu'ils ne me comprendraient pas. Parce qu'ils se diraient, mais tu nous aimes plus, ou tu t'intéresses plus à nous, et ça, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est que cette joie intense et unique qu'on a, que j'ai, j'espère, que j'aspire, parce que c'est pas toujours facile d'avoir en soi, qui est lié à l'amour. L'amour de Dieu, l'amour qu'on reçoit, l'amour, mais que l'on fait vivre intérieurement comme un foyer, eh bien il vous détache de l'autre et il vous permet d'avoir un regard beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus pur sur l'autre. Voilà. Mais c'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à comprendre pour les autres. Merci. Face aux difficiles, Gonzague, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Alors là, j'ai deux réponses. J'ai les réponses de l'entrepreneur. L'entrepreneur est quelqu'un qui aime les difficultés et qui aime les combattre et les surmonter. Moi, c'est en fait ce que j'aime chez Ray, c'est la gestion des gens. Donc avoir une empathie qui fait qu'on les emmène en haut de la montagne et puis les difficultés. Parce que résoudre une difficulté, il n'y a rien de plus magique en disant voilà. Donc, Gonzague, tu me disais avant qu'on soit coupé que face aux difficiles, je te disais, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent, et tu me disais que tu avais deux visions, celle de l'entrepreneur que tu étais en train de me décrire et une autre. Se détourner devant l'obstacle, je ne pense pas que ce soit la bonne formule, en se détournant, en allant chercher autre chose. Moi, je pense qu'il y a deux visions. Il y a la vision de l'entrepreneur, qui est quelqu'un qui est un homme qui aime, je vis avec eux et ils me font vivre, donc je les connais bien. Ce sont des gens qui aiment l'obstacle, la difficulté. Il aime résoudre des emmerdes. C'est ça, un entrepreneur. C'est un peu son rôle, d'ailleurs, mis à part la gestion du management. Donc ça, moi, à titre personnel, c'est vrai que j'aime bien m'affronter à des problèmes.
La deuxième vision, c'est les difficultés intérieures. Et ça, c'est plus complexe. On a tous des zones d'ombre. On a tous des moments où on sent qu'on est dans une impasse. On a tous des moments où on sent qu'on est faux, qu'on n'est pas vrai. Et c'est là où je pense que l'échappatoire du détournement en se concentrant sur autre chose, c'est pas la bonne formule. C'est pas la bonne formule. Je pense que la bonne formule, et je l'ai exercé moi-même pour un sujet qui m'est très personnel, c'est que à partir du moment où tu as le regard, tu sais, pas de la lampe électrique, mais du projecteur qui t'illumine ta zone d'ombre, et qui te la met face à toi, et que tu en prends conscience, et que tu prends vraiment conscience du fait que oui, c'est ma zone d'ombre, oui, j'ai été pas dans le bon chemin, oui, j'ai été dans une impasse, oui, j'ai un regard faux, oui, j'ai fait une connerie. Et à partir du moment où tu as la pleine conscience, je dis bien la pleine conscience, parce que c'est facile d'avoir la pleine conscience de l'amour d'un autre, ou de l'amour de soi-même, la pleine conscience de l'amitié, la pleine conscience du beau, du vrai, etc., mais la pleine conscience du mal, du mauvais, de l'erreur, de l'échec. Ça, c'est terrible. Et à partir du moment où tu as la pleine conscience de ça, je pense que l'espérance, la providence, la confiance, ces trois ingrédients-là te sauvent. Mais il faut passer par la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est le fond. Et ça fait mal. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais en tout cas pour moi, j'ai eu à avoir pleine conscience d'un événement, et ça a été dur, mais je me suis retrouvé un peu dans mon axe grâce à ça. Donc, encore une fois, il est facile d'avoir une pleine conscience du beau, du bon, du vrai. Il est beaucoup plus difficile d'avoir une pleine conscience du mauvais, du laid et du faux. Gonzague, est-ce un risque de chance d'être un financier bienveillant dans ce monde? Alors, je te connais, tu aimes bien les titres accrocheurs. En tout cas, c'est une chance incroyable d'être un financier bienveillant dans ce monde, parce que j'ai la chance d'avoir au cœur de mes tripes l'envie de faire de mon outil l'énergie, qui est l'argent, quelque chose de bienveillant et d'en faire quelque chose de bien. Mais c'est un risque aussi, parce que le regard du monde sur le monde de l'argent est épouvantable, mais pas à cause de ce monde qui regarde, c'est à cause de l'argent et de la manière dont les gens l'utilisent. Et pour revenir un peu à la question de départ où tu me disais quel est ton rôle sur cette terre, bon, j'ai plein de choses à faire, y compris ma famille bien sûr, mais je pense que mon rôle c'est de démontrer que le capitalisme tel qu'on l'a construit, il ne marche plus. Et qu'on a considéré l'argent comme un moyen qui n'était pas le bon moyen pour mieux vivre ensemble. C'est juste inimaginable qu'on puisse mettre dans un autobus les 40 personnes qui font la moitié de la richesse de la planète. La moitié de la richesse de la planète. Tu vois ? Donc, est-ce que c'est un risque de chance que je sois Gonzague, financier, qui a monté ce truc avec Lara? Oui, je pense que c'est une chance incroyable d'avoir ce regard et d'avoir cette envie de partager cette énergie et d'avoir l'énergie pour. Parce que je sais que c'est de la chance, je te regarde dans les yeux, je suis très conscient de la chance, mais c'est un risque aussi parce que il faut discerner, il faut être exemplaire, il faut être obligé de dire non, ce qui est extrêmement difficile. Quand on te demande, on n'est pas un puissant fond, on a envie d'aider tout le monde mais on ne peut pas, on a envie de changer vite les choses mais on ne peut pas, vos pairs dans le monde de la finance parfois vous balancent des énormes zones d'ombre qui fait que ce que vous faites est noyé dans un magma merdique, enfin voilà, donc oui c'est pas facile, mais dans ce risque de chance de là où je suis, je trouve que le mot chance est en majuscule et le mot risque est en minuscule. Qui es-tu comme magicien et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde, Gonzague?
Voilà, je ne suis pas du tout un magicien. Je pense que les magiciens n'existent pas. Les illusionnistes existent. Moi, je crois beaucoup plus aux illusionnistes qu'aux magiciens, dans le sens auquel tu l'entends. J'ai peut-être la chance d'avoir ça m'a été transmis par mes parents, ma famille, et puis peut-être un ADN qui s'est un peu construit avec le temps, la chance d'avoir une espérance chevillée au corps incroyable, incroyable. Et devant les épreuves, devant les tristesses, devant les échecs, j'ai toujours le sentiment que le rebond est possible et que finalement ce qui m'arrive est quelque chose qui doit me faire grandir. Voilà. Donc je suis magicien de rien, je ne suis surtout pas un illusionniste, je l'espère pas. Parce que ça serait la pire des choses, que si arrivé là-haut on me disait écoute Gonzague, pas mal ce que tu as fait, mais finalement tu l'as fait pour quoi, pour qui, un peu pour toi, donc écoute, ouais, c'est bien, mais c'est pas admirable. Donc moi j'espère être quelqu'un d'en vérité, voilà. Et si je reviens à mon petit passage au Mont-Saint-Michel pendant 2 jours, je ne veux pas tricher avec moi-même. Donc voilà. Je ne sais pas qui disait, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin. C'est Simone Veil, voilà, la philosophe. Absolument. Dans les camps, elle savait de quoi elle parlait. Voilà, elle savait de quoi elle parlait. Donc moi je ne suis pas du tout bien sûr dans ce truc-là, mais je comprends. Je comprends parce que tu veux, moi souvent le matin après la disparition de maman, ma mère, qui est morte il y a 2 mois, donc je partais le matin et j'avais la chance de voir l'étoile du berger. On la voit soit le matin, soit le soir, mais pas les deux. On la voit soit le matin, soit le soir, mais jamais les deux à la fois. Donc quand je partais, je prenais mon scooter, je voyais l'étoile du berger. Et je me suis dit, finalement, c'est ça qu'il faut que je vise. C'est ça qu'il faut que je vise. Donc oublie le magicien, oublie l'illusionniste. Je suis simplement quelqu'un qui a eu un sac à dos merveilleux au départ, parfois à des endroits un peu lourds. J'ai pris conscience un peu tard de tout ce que j'avais dans mon sac, mais avec tout ce qu'il y a dedans, j'ai pu faire des choses merveilleuses à mes yeux en tout cas. Et avec ce sac à dos bien plein, que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi et au-delà de toi? Si tu avais une chose que tu voudrais voir se réaliser, bien sûr, voir reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris ce matin, mais... Parlons de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On en parle aujourd'hui parce qu'elle a brûlé hier soir. Elle a brûlé hier soir. Elle a brûlé en partie hier soir. Elle n'a pas complètement brûlé, heureusement. J'ai des échanges de mails avec des gens que tu connais qui s'appellent Changer par le don, où on se demande si on ne devrait pas être exemplaire et en profiter pour démontrer qu'on est capable d'être généreux. Et certains disent, mais il ne faut pas le dire. Il faut le faire, mais il ne faut pas le dire. Non, il faut le dire. Partager, c'est bien, mais il faut aussi partager ce qu'on partage. C'est fondamental. Donc, je pense qu'il est fondamental de démontrer que celui qui a la chance d'être riche utilise sa richesse. C'est l'utilisation de la richesse qui pose problème. Ce n'est pas la richesse en soi. Des grands patrons ont été décriés parce qu'ils n'ont pas été admirés comme des grands donateurs. S'ils avaient été admirés parce qu'ils avaient créé une fondation exemplaire, je pense qu'on n'aurait pas eu le même regard sur eux. Donc, moi, mon souhait, c'est que l'argent soit mieux partagé. Et si j'avais alors bien sûr, ce mouvement pour l'économie bienveillante qui ne nous appartient plus, qu'on a lancé avec Clara, moi c'est quelque chose auquel je crois profondément, parce que souviens-toi que quand il y a eu quand même dans l'évangile un manteau qui a été coupé en deux, parce qu'il a été partagé, ça a été un manteau, mais ça aurait pu être une baguette de pain, ça pourrait être un billet de 10 euros, ça peut être 2 billets de 10 euros, ça aurait pu être... Voilà, donc il faut absolument redonner les valeurs de cet argent qui n'est qu'une énergie, et de démontrer que finalement, c'est en partageant plus qu'on peut mieux vivre ensemble.
Partages-tu la vision de Jean Vanier, que j'ai eu la grâce d'interviewer, qui dit « Chaque personne est une histoire sacrée ». À 1000%. J'ai eu la chance de voir Jean Vanier ici au bureau, puisque c'est lui qui a remis une décoration à Frédéric Bedos. Oui, chaque personne est une histoire sacrée. Tu sais, je vais te dire, le grand patron, je parle de mon cœur. Le grand patron que je vois, le Cyril Gaël que je vois, le Francis qui est SDF et qui est depuis 4 ans à côté de chez moi dans la rue, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Peut-être pas aux yeux de l'homme, peut-être pas aux yeux des passants, peut-être pas aux yeux de ceux que tu rencontres, mais aux yeux du vrai patron, ce sont les mêmes. Et ils ont tous une histoire sacrée qui, chacun à leur manière, tu sais, Francis, qui est encore une fois SDF rue de Prony, il fait du bien dans le quartier. Et je lui ai discuté une fois avec lui, il m'a dit « mais moi je ne sers à rien ». Je lui ai dit « mais pas du tout, mais pas du tout, tu te gourres, tu te gourres ». Moi, mes petits-enfants, quand ils passent à côté, ils discutent avec lui, ils découvrent que c'est un ancien légionnaire, etc. Donc, on a tous quelque chose à transmettre, d'où qu'on vienne. Et quel que soit le sac à dos, lourd, léger, riche, pauvre, dont on a été doté. Donc, oui, chaque homme a une histoire sacrée. D'ailleurs, si on garde cette phrase de Jean Vanier à l'esprit, et qu'on regarde les yeux de ceux qui vous entourent, quel qu'ils soient, dans son boulot, dans la rue, dans ses voyages, dans sa famille, je pense qu'on a un regard bien défiant, tout en gardant le détachement, qui n'est pas un manque d'amour. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie, Gonzague, que tu souhaiterais voir continuer? Après ma mort? Non, aujourd'hui. Comme tu veux. Je reviendrai sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que franchement, l'amour et la joie, de la voir grandir en moi. C'est absolument pas une démarche égoïste, parce que, encore une fois, je rencontre des gens qui sont tellement imbibés de ça et illuminés de ça que j'en ai la chair de poule quand je les vois ou j'en les entends. Donc j'aimerais, tu vois, voir grandir en moi la pureté, la simplicité de l'amour et de la joie. Voilà. Et je pense que la joie est plutôt la conséquence de l'amour. Et pour ça, moi je suis profondément croyant et je sens par moments que je n'ouvre pas assez mes portes au bon Dieu. Et j'ai le sentiment que tout nous pousse ici sur Terre à se replier un peu sur nous-mêmes. Et donc il faut retrouver un peu des valeurs simples, des sentiments simples, et laisser entrer la lumière chez soi. Voilà, donc c'est un peu mon sentiment, c'est de pouvoir... j'aimerais qu'on dise il était joyeux, tu vois. Et j'espère qu'on pourra le dire. C'est le roi de la joie. As-tu un défaut dont tu souffres, Gonzague? Oui, un énorme défaut. J'aime bien qu'on m'aime. C'est un défaut, mais bon, je travaille pas mal dessus, parce que quand on a ce défaut-là, c'est très pervers. Parce que j'ai besoin qu'on m'aime. Donc besoin qu'on m'aime, besoin qu'on m'admire, et je travaille là-dessus. Donc ce premier défaut d'avoir envie d'être aimé, je le combats d'une manière assez simple, et c'est quelqu'un qui m'a aidé là-dessus. Commence par t'aimer toi-même, et après tu n'auras pas besoin de l'amour des autres. Voilà. Et c'est un gros défaut, envie d'être aimé. Donc, parce que quand on a envie d'être aimé de l'autre, si je te parle, j'ai envie que, là, mes réponses à tes questions, j'ai envie que tu les trouves belles. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ce soit mes vraies réponses. J'espère avoir été sincère et, tu vois, dans mon cœur, mais voilà, donc je pense que c'est un de mes gros défauts et j'y travaille en commençant par m'aimer moi-même, ce qui n'est pas simple.
À ton avis, c'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ce défaut de t'aimer, de vouloir qu'on t'aime? Alors, s'il y a quelqu'un qui a une intention positive, euh, peut-être que cette personne pourrait m'utiliser pour laisser l'image de quelqu'un de bienveillant. Et si c'est le cas, c'est bien. Mais si je n'ai pas conscience de ça et que je n'ai pas justement cette envie fondamentale de m'aimer moi-même et d'être dans mon axe avant d'avoir envie que l'on m'aime, cette bienveillance, elle va être futile, elle va être passagère. Donc moi, je préfère qu'elle soit plus profonde. Donc il y a peut-être une intention de laisser un Gonzague bienveillant, mais bon, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Voilà. Est-ce que tu as, Gonzague, des mentors et quel message te portent-ils? Oui, j'ai des mentors. J'ai un ami moine que j'ai pas souvent, mais quand je l'ai, c'est intense, épais et tellement vrai. Ces mentors-là, ils ont les clés pour ouvrir les portes de la lumière à l'intérieur de moi-même. J'ai eu quelques mentors professionnels, mais c'est plus vraiment le sujet. Non pas que j'en ai pas besoin, parce que bien sûr j'en ai besoin, mais des mentors personnels. Alors le mot mentor n'est pas forcément le bon mot. L'accompagnateur, tu vois, le parrain n'est pas le mot, celui qui te donne la main au moment où tu vois, mon père avait une main incroyablement douce et chaleureuse et chaude, et quand il me donnait la main quand j'étais petit, à l'instant j'ai des souvenirs de ça. Et pour moi, ce copain moine, c'est un peu ça, c'est la discussion que j'ai avec lui, c'est la main chaude qui te dit, mais attends, je veux dire, t'as pas ouvert, c'est une maison, tu vois, où toutes les portes ne sont pas ouvertes, puis il y a des pièces qu'on n'a pas envie d'ouvrir parce que c'est un peu le bordel intérieur, il te les ouvre, et la lumière rentre, et voilà. Donc c'est ça, et puis j'ai des amis, I ou IE, qui m'aident fondamentalement à aller vers s'aimer soi-même. Voilà, donc j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui, j'espère que je leur rends aussi la même chose, mais qui m'accompagnent dans des recherches, dans des discussions. Voilà, mais cet ami moine, il a mon âge, il est de 56, il a eu un pépin de santé, il s'en est sorti. Et on était à 5 ans ensemble. Donc on est resté assez proches, même si on ne se parle pas souvent. Et celui-là, il me secoue. Mais il me secoue, encore une fois, c'est parce que je sais que lui, il a les clés des fenêtres des chambres que je veux pas ouvrir en moi. Tu peux nous offrir son prénom? Il s'appelle Bertrand. Gonzague, ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Oui. J'ai été inondé d'amour. Inondé d'amour. Alors quand je t'entends toi le dire, connaissant un peu ta vie, je trouve ça encore plus admirable, mais alors moi j'ai été inondé d'amour. Des parents qui m'aimaient, qui sont partis sans souffrir et en m'aidant presque. En m'aidant presque, papa est mort en 2013 doucement, sans souffrir. Maman est morte dans mes bras alors qu'elle était autonome jusqu'à la fin de ses jours à 94 ans. J'ai pas eu de drame, j'ai été inondé d'amour. J'ai des enfants qui m'adorent. Je pense que c'est même excessif. Je pense que oui, j'ai été vraiment inondé d'amour et tu vois, quand j'y pense là, je me dis waouh, peut-être que j'en ai pas fait ce qu'il faut, peut-être que j'ai encore du boulot, quoi. Tu vois, la coupe est bien pleine, bien pleine. En conclusion, faut-il tout oser demander dans la vie? Alors moi j'ai une phrase mythique, c'est ne pas oser, c'est déjà perdre. Et
ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup servi. Je crois que ça dépend pourquoi, si tu veux tout oser dans la vie. Si c'est tout oser demander. Tout oser demander, ça dépend pourquoi. Si c'est tout oser demander pour grandir, faire plus, aller plus loin, etc., pourquoi pas. Mais si c'est tout oser demander pour ressentir l'amour, la joie, l'espérance, la vérité, être dans son axe, être heureux, rendre heureux, etc., tout simplement, c'est sans doute plus difficile, mais là, il ne faut pas hésiter à demander. Faut pas hésiter à demander. Et je pense que le réflexe de l'Église catholique, c'est de demander pour les autres et non pas pour soi-même. Et je pense qu'il ne faut pas aussi hésiter à demander pour soi-même. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai un peu découvert toujours avec mon petit passage en rencontrant d'ailleurs un prêtre au Mont-Saint-Michel, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander pour soi-même. Voilà. Donc oui, il faut y aller. Pourquoi as-tu accepté ma demande d'interview avec cette simplicité? Parce qu'on se connaît depuis pas très longtemps. On ne se connaît pas bien, mais à chaque fois quand on se parle, c'est sur des thèmes et des sujets qui ne sont pas essentiellement des sujets de business, parce que tu as vraiment une bonne bouille. Et puis, je pense que le monde a besoin de ça. Donc si, je ne sais pas, ces messages passent je ne sais pas où, j'espère qu'ils seront entendus et pris comme tels, pas comme une espèce d'arrogance à la vie, mais plutôt comme un grand merci à la vie. Et je pense que tu as quelque chose, tu vois, tu parlais de chance dans la vie, toi tu as eu bien sûr des difficultés, mais tu as eu beaucoup de chance. Et dans la chance que tu as eue, c'est que tu révèles chez les gens. Quand on te voit, on n'a pas envie de parler de business, on a envie de parler du cœur. Moi, je trouve que ne pas répondre positivement à ta demande, ça aurait été pas sympa et pas bien. Donc Gonzague, c'est quoi le plus beau risque dans la vie en un mot, s'il te plaît? Recevoir Cyril Gaël et répondre à ces questions. Je répète, c'est la vie elle-même. C'est la prendre telle qu'elle, c'est tracer sa route, c'est s'accepter tel qu'on est dans ce monde. Voilà, Notre-Dame a brûlé hier, la France a tous ses problèmes, la planète brûle un peu d'un point de vue écologique, bon ok, mais voilà, il faut s'accepter soi-même, se reconnaître tel qu'on est. Ça, c'est le plus beau risque de la vie. Et quand on arrive à le faire, ou on s'en approcher, parce qu'on n'est jamais dans l'absolu sur ce thème-là, je pense qu'on est beaucoup plus efficace sur cette terre, dans le passage que l'on va faire. Un grand merci. Le mien de risque aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur, Gonzague. Je t'aime.